25 février 2023, à Ninove, au cœur des Flandres, Dylan van Baarle a remporté la 78e édition de l'Omloop Het Nieuwsblad. Van Baarle salutes the crowd. An absolutely magnificent performance by him and his team. Dylan van Baarle is the winner of Omloop Het Nieuwsblad. Alors, on va essayer de comprendre comment Van Baarle a gagné la course qui ouvre la campagne des classiques. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série dans laquelle je vais parler de composition, de tactique et de stratégie. L'objectif est de réaliser les previews des plus grandes classiques du calendrier en commençant par la première d'entre elles, l'Omloop Het Nieuwsblad 2024 qui arrive dès samedi prochain. Avant d'aborder l'édition 2023, je vais vous présenter dans les grandes lignes la classique qui nous intéresse aujourd'hui. Il s'agit traditionnellement de la première classique flandrienne du calendrier qui prend place lors du dernier samedi du mois de février, donnant le nom de week-end d'ouverture à cette période. L'Omloop Het Nieuwsblad, anciennement Het Volk, étant suivi le lendemain par une autre classique historique, Kuurne-Bruxelles-Kuurne. La course se déroule aux alentours de la ville de Gand, au cœur de la province de Flandre-Orientale, où se trouvent de nombreuses ascensions pavées légendaires, on aura l'occasion d'en reparler. Depuis 2018, l'arrivée ne s'effectue plus à Gand, mais à Ninove, ville moyenne qui se trouve à l'est de Gand, modifiant ainsi quelque peu le final de l'Omloop. Ainsi, les 50 derniers kilomètres aujourd'hui sont construits autour de 3 difficultés majeures, le Molenberg à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, puis un enchaînement qui fait peur à plus d'un coureur, le mur de Grammont et le Bosberg qui se tiennent en seulement 5 km. Au sommet du dernier mont, les coureurs ont franchi l'intégralité des difficultés et se dirigent vers la ligne d'arrivée située à une dizaine de kilomètres. Voilà pour le cadre, maintenant revenons sur la dernière édition. En 2023, le tenant du titre Wout van Aert n'était pas présent, repoussant sa reprise sur Tirreno Adriatico. Pourtant, l'équipe qui attire toutes les attentions dans l'aire de départ, c'est la Jumbo-Visma. 7 coureurs de grande classe avec pour leader Dylan van Baarle, accompagné de Christophe Laporte, Tige Benoot ou encore Nathan van Hooydonck. L'équipe néerlandaise s'avance alors en favorite et plusieurs équipes étaient également bien armées pour se livrer le premier duel sur les pavés de l'année. On peut parler de l'équipe Soudal Quickstep qui a ses habitudes sur l'Omloop, victorieuse en 2019 et en 2021 autour de Yves Lampaert et Davide Ballerini, Alpecin de Koninck sans Van der Poel mais avec Philipsen et Søren Kragh Andersen, Ineos avec Pidcock ou encore Groupama autour de Stefan Koen. Enfin, il faut également parler de la Lotto Destiny autour de la pépite Arnaud Delis qui s'alignait pour la première fois sur les routes de l'Omloop après un début de saison en trombe avec 3 victoires. On est parti pour l'analyse de la course. Au départ, un scénario classique dans un premier temps avec une échappée de 7 coureurs qui ouvrent la route. On y retrouve le jeune Mathys Lebert pour Arkea et Jelle Wallace pour l'équipe Cofidis. Cette échappée ne constitue aucun danger pour le peloton. Les premiers mouvements de course ont lieu après une centaine de kilomètres à l'approche de la première difficulté du circuit. Ces mouvements sont initiés par la formation Jumbo-Visma. Un groupe va se former, 14 coureurs dont 6 Jumbo. Van Baarle, Laporte et Benoot sont présents, mais pas de Pidcock ou de Soudal Quickstep. Arnaud Delis est quant à lui bien présent. La situation va rentrer dans l'ordre et un nouveau groupe va se constituer. 6 coureurs qui étaient présents dans la première cassure, dont 2 Jumbo, mais pas de leader cette fois-ci. On fait un saut en avant jusqu'à 52 km de l'arrivée. Arnaud Delis chute à ce moment-là et ses espoirs de gagner sa première grande classique semblent s'envoler. C'est encore plus vrai que le rythme s'est accéléré, les hommes intercalés ont été repris et le peloton n'est plus qu'à une trentaine de secondes de l'échappée. Mais seulement 3 km après sa chute et son changement de vélo, Arnaud Delis est revenu dans le peloton. Il s'agit du premier indice de son excellente condition physique ce jour-là. L'équipe Jumbo-Visma n'a pas quitté les premières places du peloton depuis le premier mouvement de course significatif 50 km plus tôt. Le prochain point stratégique, c'est le Molenberg, ascension pavée de 500 mètres à 7% de moyenne avec une approche très technique et un virage à 90 degrés à gauche qui fait souvent des dégâts. C'est une nouvelle fois les hommes en jaune et noir qui sont les mieux placés et qui abordent idéalement le Molenberg. Mieux encore, Nathan van Hooydonck accélère et distance le peloton dès le pied du mont. Derrière, les favoris réagissent. Koen, Pidcock, Delis et Wellens sont présents, accompagnés encore une fois d'un Jumbo, Christophe Laporte. Puis vient le moment clé de la course. Après l'attaque de Van Hooydonck, le peloton est désorganisé. Les attaques se multiplient mais on retrouve une constante, la supériorité numérique de la Jumbo-Visma en tête de peloton. Ils sont encore 4 à ce moment-là. L'échappée est reprise et Stefan Koen se positionne en tête de groupe pour jauger la situation. Il s'agit d'une erreur car il va se faire surprendre. C'est précisément dans cette période de flottement que Dylan van Baarle va placer son attaque sur la droite de la route, la première pour lui mais ça sera la bonne. Here we go. Une attaque tranchante alors que l'on voit plusieurs coureurs en train de se ravitailler. Seuls 3 coureurs peuvent le suivre. Mathys Lebert, juste repris de l'échappée et qui saute directement dans la route du néerlandais, puis Jonathan Milan et Florian Vermeersch. Le piège se referme directement sur le reste du groupe. On voit d'ailleurs Van Hooydonck parler à l'oreillette alors qu'il est en tête de groupe pour informer Van Baarle qu'aucun favori n'a pu le suivre. Stuyven et Genietz tentent de relancer, mais le mal est fait. Rideau derrière, un scénario rendu possible par la supériorité numérique de la Jumbo-Visma dans ce groupe d'une vingtaine de coureurs.
Le reste du peloton revient sur eux avec d'autres jumbo évidemment. 3 km plus loin seulement, l'écart est déjà au-dessus des 30 secondes et le bon coup semble parti. Derrière, toutes les tentatives sont avortées par la jumbo. À l'approche de l'enchaînement final néanmoins, la Bahrain Victorious s'est organisée pour relancer le peloton et est revenue à 25 secondes au pied du mur de Grammont. Ascension qui va être fatale à Mathis Lebert qui aura réalisé une magnifique course. Dylan Van Baarle part seul dès le pied. Les favoris se découvrent pour essayer de revenir sur l'homme de tête. Wellens d'abord, Mohoric puis le taureau Arnaud Delis sur le grand plateau dans les pentes les plus raides du mur. Impressionnant. Mais encore une fois, le coup parfait a été joué par la Jumbo-Visma avec la présence dans ce quatuor de Christophe Laporte en trouble faite. Ce groupe va revenir à une grosse dizaine de secondes de Van Baarle, mais ce dernier va réaliser une énorme ascension du Bosberg et la présence de Laporte derrière va désorganiser la poursuite. Dylan Van Baarle s'avance alors seul vers la ligne d'arrivée, remportant une première victoire sous son nouveau maillot de la Jumbo-Visma dès son premier jour de course en 2023. Alors, que dire de cette édition 2023 ? Le premier point, c'est évidemment la maîtrise tactique de la Jumbo-Visma permis par leur supériorité numérique dans la deuxième partie de course. Un collectif sublimé par Dylan Van Baarle ce jour-là pour sa première participation à l'Omloop depuis 2019. On peut également noter le recul flagrant de la Soudal Quick-Step par rapport aux années précédentes. Ballerini termine 6ème grâce au retour du peloton sur le groupe de contre dans les derniers mètres. Mais ils ont été dépassés tactiquement avec moins de coureurs dans le coup. Enfin, il faut noter l'émergence d'Arnaud Delis sur les pentes du mur de Grammont, sur la lignée de son excellent début de saison 2023. Alors, comment va se dérouler l'édition 2024 ? On enchaîne sur la partie prono. Depuis le changement de tracé en 2018, sur 6 éditions, 5 ont vu un petit groupe ou un homme seul ces 2 dernières années se présenter sur la ligne d'arrivée. L'enchaînement final en est la principale raison. Ces 40 derniers kilomètres permettent de mettre sur orbite plusieurs tactiques, notamment pour les équipes possédant plusieurs cartes. Les conditions météo peuvent jouer un rôle certain. Lors des 6 dernières éditions, le seul sprint massif a eu lieu après une journée marquée par un fort vent de face qui limite les offensives. Ce samedi, le temps devrait être couvert avec un vent non négligeable de sud-sud-ouest, potentiellement favorable dans la dernière partie du parcours en direction de Ninove. La start list pour ce week-end est une nouvelle fois très dense. On retrouve une équipe All-Star pour la Visma Lease Bike avec le retour de Wout van Aert dans l'effectif aux côtés de Dylan Van Baarle. Et en plus des 2 derniers vainqueurs sortants, Laporte, Tratnik et Matteo Jurgensen pour sa première sous son nouveau maillot seront présents. Tige Benoot, chaînon important de la victoire de Van Baarle l'an passé, est également annoncé présent, mais il n'a pas terminé le Tour d'Algarve, ressentant encore les douleurs de sa chute lors de la première étape. Concernant les outsiders, on retrouve les noms qui ont animé la course l'an dernier. Tim Wellens chez UAE avec une nouvelle responsabilité pour lui sur les Flandriennes, et Arnaud Delis avec un nouveau statut de favori ou gros outsider. Concernant les outsiders, je peux vous citer d'autres noms pêle-mêle: Jasper Philipsen, Stefan Kung, Matej Mohoric, Thomas Pidcock, Casper Asgreen, Jonathan Milan que l'on a vu l'année dernière, Oyer Lascano en forme en ce début de saison, ou encore Fred Wright. Puis je vais vous donner une petite liste de coureurs à suivre selon moi. On commence par Antonio Morgado chez UAE après son très bon début de saison, il participera à sa première campagne de classique. Steven, intéressant à suivre dans le collectif Lidl Trek. Lewis Aski aux côtés de Stefan Kung chez Groupama, lui aussi aura un nouveau statut cette année. Luca Mozzato chez Arkea BNB Hotel, il aime également bien les classiques de début de saison. Et enfin Hugo Page chez Intermarché Wanty, lui aussi a réalisé un très bon début de saison cette année. Alors, quel est mon prono pour la première classique pavée de la saison ? Difficile d'imaginer autre chose qu'une course maîtrisée par la Visma Lease Bike. L'édition 2023 peut aisément être prise en référence pour 2024. Mais il est rare qu'un scénario se répète exactement d'une année à l'autre. Les niveaux de forme fluctuent et les incidents de course peuvent avoir une vraie importance. C'est pourquoi mon prono va se porter sur un coureur qui a montré en début de saison une bonne forme et qui adore ce genre de parcours. Je pense que Matej Mohoric va remporter l'Omloop at Newsblad 2024. Il devra évidemment se défaire des pièges tendus par la Visma Lease Bike, mais pourquoi pas le voir anticiper, profitant de ses talents de descendeur et de sa technicité sur le vélo pour remporter la première grande classique de la saison. Voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode de la reco consacré à l'Omloop at Newsblad. J'espère que celui-ci vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur la première classique pavée de la saison. On se retrouve le mois prochain pour le deuxième épisode de la reco consacré au Strade Bianche, une note classique très importante du calendrier. Mais la prochaine vidéo arrive vendredi avec le 4e épisode de classique. Et d'ici là, à bientôt!